Bonjour à tous, bienvenue dans le Swish Brunch. Comme tous les dimanches matins, vous avez l'habitude de ce petit rendez-vous. D'habitude, je suis accompagné pour revenir sur les événements de la semaine écoulée en WNBA. Mais ce matin, une pensée pour Flo qui devait être là mais qui est souffrant. Il n'a pas décidé de tanker pour montrer aux Mystics comment s'y prendre, la voie à suivre. Mais il a besoin de se requinquer et on lui envoie plein de bonnes ondes pour nous revenir très très rapidement. Comme toujours, pour commencer, on va faire un petit point sur le classement. Ce classement, il est sans appel. On savait que Minnesota était favori pour la saison régulière, devait finir premier ou deuxième. Minnesota roule sur la saison, sur cette saison régulière, avec maintenant 6 victoires de plus que le deuxième, qui est toujours New York, ce qui est une petite surprise puisque le Liberty est en crise de résultats, avec 4 défaites de suite, et New York est maintenant talonné par Atlanta, qui est une demi-victoire derrière. Phoenix a perdu ses 2 derniers matchs et n'a pas encore profité des galères du Liberty, et le Mercury est troisième. Juste derrière, on a Indiana qui pète la forme sans Caitlin Clark. On en avait parlé un peu avec Gis la semaine dernière si vous avez écouté le Swish Brunch précédent. Indiana qui est sur 4 victoires de suite et qui est seulement à 1,5 victoire de la deuxième place avec un tiebreaker à combler. Ex-aequo avec Seattle, c'est aussi une surprise puisque le Storm, là aussi on en parlait la semaine dernière, est l'une des équipes les plus irrégulières et peut-être frustrantes de cette saison en WNBA, qui est pourtant pas très loin du compte finalement. Et si ça bascule positivement en fin de saison, il y a moyen que le Storm finisse un peu plus haut que ce à quoi on pouvait s'attendre avec les dernières performances. Derrière, au 7e et 8e place, on a un tandem, Golden State Las Vegas. Ça aussi, c'est une surprise à laquelle on s'attendait peut-être pas en début de saison. Puis, à 1 ou 2 victoires derrière, un autre tandem d'aspirants aux playoffs, Los Angeles et Washington. Dans le wagon des cancres, donc là il y a vraiment un gap avec les équipes que je vais citer maintenant. Les aspirants à la loterie, on a toujours Dallas, Chicago, qui est sur 7 défaites de suite, malgré le retour d'Angelis dans la semaine, et Connecticut, dont on va parler un peu plus tard dans un dossier consacré au Sun, qui a plus que 2 victoires de retard sur Chicago, donc la course pour la lanterne rouge n'est pas encore terminée cette saison en WNBA. On va commencer par le match qui s'est disputé samedi, donc hier, si vous écoutez ce Swish Brunch dimanche matin, entre les Aces et les Lynx. À la fois parce que ce qui s'y est passé sur le plan du basket est assez sidérant, et aussi malheureusement à cause d'une blessure qui on l'espère, sera pas trop grave et changera pas le destin de cette saison WNBA. Sur le papier, c'était donc une affiche assez excitante, même si Las Vegas fait une saison extrêmement décevante, et que ça sent malheureusement la fin de cycle, même si on aura le temps d'y revenir un peu plus tard. On pouvait espérer une partie un peu serrée pour que les Aces montrent qu'elles peuvent encore ponctuellement être au niveau de ce qui se fait de mieux dans la ligue, mais raté, complètement raté. C'est simple, Minnesota a gagné 111-58, humiliation totale, la plus large victoire de l'histoire de la WNBA à l'extérieur, et la deuxième plus large tout court. Il y a eu 53 points d'écart entre les deux équipes. On a eu Kayla McBride contre son ancienne équipe qui a fait une première mi-temps absolument irréelle. 8 paniers à 3 points à 8 sur 8, c'était du jamais vu. Et elle semblait avoir le record à 3 points dans les pattes, mais elle s'est stoppée à 8 sur 10 en deuxième mi-temps avant d'être laissée au repos. Et donc a largement contribué à cette humiliation infligée aux Aces. Cette mise au repos dont a pu bénéficier Kayla McBride, je pense qu'on aurait souhaiter que ce soit aussi le cas pour Napheesa Collier, puisque c'est ça la mauvaise nouvelle dans cette rencontre. C'est la blessure de Napheesa Collier qui a percuté sa coéquipière Alana Smith et qui s'est tordu la cheville. Elle est restée assez longtemps au sol, on l'a vu pleurer. Les deux équipes avaient mis des serviettes autour d'elle pour la protéger, donc autant dire que c'était extrêmement inquiétant. Elle a finalement quitté le terrain en boitant avec l'aide du staff, mais on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Elle devait quitter le terrain pour de bon quelques minutes après. Cheryl Reeve en a parlé. Elle dit qu'elle regrette pas de l'avoir laissé, que c'était prévu comme ça. Il y avait plus 43 pour Minnesota et elle devait ne pas disputer le quatrième quart-temps, mais c'est là qu'il y a eu cette blessure malencontreuse en percutant sa coéquipière. Donc on espère. Alors elle est a priori dans un bon état d'esprit. L'inquiétude est réelle mais mesurée. A priori, ça concerne quand même la cheville. Donc on sait que ça peut être tout ou rien avec la cheville. Ça peut être une entorse qui la priverait de 2 ou 3 semaines de compétition si elle est assez sévère. Si c'est plutôt de l'ordre de la fracture ou de quelque chose comme ça, malheureusement, ce sera beaucoup plus long. Et
c'est une évidence de dire que Nafisa Collier est la joueuse la plus importante de Lynx, c'est la MVP, la favorite pour le titre de MVP cette saison, et je pense qu'avec la saison que réalisent les Lynx, le suspense n'est pas gigantesque là-dessus. Maintenant, si elle manque toute la fin de saison, forcément la discussion sera relancée. En tout cas, on espère que Nafisa Collier, qui à nouveau fait une saison extraordinaire, pourra revenir dans un délai raisonnable. Il y a des examens qui vont être passés prochainement. Elle fera normalement pas le déplacement pour la rencontre contre Seattle, mais voilà, on lui souhaite le meilleur. Vous savez à quel point c'est une joueuse qu'on adore et à quel point c'est devenu une joueuse emblématique de cette ligue et totalement cruciale pour Minnesota. Même si c'est une équipe, un collectif, un groupe extrêmement bien coaché avec d'autres joueuses que Nafisa Collier, les chances de titre des Lynx seraient proches du néant si Nafisa Collier n'était pas de la partie. On fait notre traditionnel point sur les Françaises et les Belges de la Ligue, puisque maintenant il y en a beaucoup. C'est un plaisir de pouvoir faire ça et de ne pas avoir à mentionner une petite participation d'une Belge ou d'une Française. Samedi, il y avait une affiche avec des Belges et des Françaises des deux côtés. Un thriller assez fou qui s'est achevé après deux prolongations entre les Sparks et le Storm. Victoire 108-106 pour Los Angeles, avec un game winner d'Erika Mb à 4 secondes de la fin. Et donc pour parler de nos Belges et de nos Françaises, côté Los Angeles, Julie Allemand a joué 46 minutes pour compiler 8 points, 9 rebonds et 5 passes. Seulement 4 minutes de jeu en revanche pour Julie Van Loo, dont on notera quand même qu'elle est à 7-3 depuis son arrivée, donc depuis qu'elle a été récupérée après sa fin d'aventure assez troublante, enfin assez décevante avec les Valkyries. Les Sparks sont à 7-3 depuis qu'elle est là. Alors ça coïncide aussi avec le retour de Julie, avec le fait que Los Angeles tourne un peu mieux globalement, mais voilà, il y a eu un impact des Belges et de leur retour dans l'effectif, et c'est à noter évidemment. À Seattle, Gabby Williams, 14 points sur ce match, avec 8 passes, 5 rebonds, 5 interceptions. Sur ces interceptions, justement, je voulais dire un mot, parce qu'elle est à 73 interceptions en 28 matchs, c'est assez vertigineux. Et il lui reste donc, il y a 44 matchs en tout, il lui reste 16 matchs pour réussir 28 interceptions. Si Gabby réussit 28 interceptions, ça lui permettrait de dépasser la marque historique de Teresa Witherspoon, Teaspoon, qui avait fait 100 interceptions en 1998 en seulement 32 matchs. C'est assez fou de se dire que Teaspoon a eu besoin que de 32 matchs pour faire 100 interceptions, là où Gabby en aura 44. Alors il faudra toujours relativiser historiquement, parce que ça fait quand même 12 matchs de plus. Qu'importe, elle a de très bonnes chances de devenir la record woman du nombre d'interceptions sur une saison. Elle fait une saison, on le répète, là aussi extraordinaire. L'impact défensif est gigantesque. Quand il y a besoin, elle marque aussi des points. Là, elle fait 14,8 passes sur cette rencontre. Une saison all-around qui est totalement dingue et qui mériterait de se terminer par un titre, on l'espère, peut-être de meilleure défenseuse de la saison. Dans une présence dans une All-WNBA, dans une All-Defense Team. En tout cas, Gabby a fait plus que répondre aux attentes et à la pression qui pesait sur elle après ce choix de prolonger avec Seattle et de ne pas disputer l'Eurobasket. Gabby, saison exceptionnelle. Et dans ce match, ce fameux thriller en 2 prolongations, Dominique Malonga a joué 20 minutes pour 6 points, 8 rebonds et 2 contres. Emma Messman est arrivée à New York, qui est une autre Belge, et pas n'importe laquelle, qui est de retour dans la ligue. Emma était sur la feuille de match lors du match face à Connecticut, mais elle n'a pas joué. Et c'est peu de dire que le Liberty a besoin d'Emma, après 4 défaites de suite, même contre le Sun donc, et après la blessure de Brianna Stewart, qui est toujours pas revenue après son pépin de la semaine dernière. Marine Johannes était de nouveau titulaire contre le Sun. Pas de réussite offensive pour Marine, ce coup-ci 0 points, 0 sur 4 en 20 minutes. Mais le seul plus-minus positif de son équipe avec plus 6, c'est la seule joueuse du Liberty dans ce cas-là. Ça n'a pas du tout empêché la défaite pour New York. Un peu plus tôt dans la semaine, Marine avait d'ailleurs marqué 14 points lors de la défaite contre Minnesota. Donc voilà, elle fait ses matchs. Il y a des matchs où elle est très performante en attaque et globalement toujours dans cette activité, ce punch qu'elle apporte. Parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne moins bien, mais je trouve que Marine, on en a parlé avec Gis la semaine dernière, est assez irréprochable cette saison, notamment sur l'énergie et l'impact défensif dans un roster qui est une équipe qui est un peu en crise. C'est assez indiscutable avec ses 4 défaites de suite. Il reste du temps pour inverser la tendance et je pense que l'arrivée d'Emma va peut-être changer la donne, on l'espère. C'est pas n'importe quelle joueuse, pour que le Liberty puisse retrouver une dynamique et un classement, parce que là la 2e place est clairement en péril.
plus digne de cet effectif et de ce statut de champion en titre aussi. Du côté des Valkyries, tout roule pour les Françaises. Golden State est sur 3 victoires de suite. Et sur la dernière victoire, Janelle Salin, Carla Leight et Iliana Rupert. Alors les deux premières étaient titulaires, Janelle et Carla. Et Iliana est sortie du banc. 16 points pour Janelle, 12 points pour Carla, 14 points pour Iliana à 4 sur 5 à 3 points. Les 3 Françaises ensemble, 41 points. Elles sont très performantes, elles sont vraiment satisfaisantes dans tout ce qu'elles apportent respectivement cette saison pour les Valkyries, dans des registres très différents finalement, mais assez complémentaires. Ce qui peut donner des idées pour l'équipe de France pour les compétitions à venir. Et Iliana avait aussi fait 11 points, 7 rebonds lors de la dernière victoire des Valkyries contre les Mystics. Golden State qui tourne bien comme je l'ai dit et qui a de vraies raisons, de vraies prétentions pour une participation en play-off directement sur cette première saison d'expansion. Pour finir avec les Françaises, on va du côté de Connecticut. Leila Lacan, super match contre New York dans le match que j'ai évoqué un peu plus tôt. Sur cette victoire, j'avais pas donné le score, mais 78 à 62. Avec 16 points, 4 rebonds et une interception à 6 sur 8 en 23 minutes et avec plus 15, un très beau plus-minus pour Leila. Et dimanche dernier, elle avait aussi fait une belle apparition lors de la victoire contre les Valkyries avec 6 interceptions. Ça, c'est vraiment le point fort de cette première saison en WNBA pour elle, c'est l'impact et l'activité sur la défense, sur le pressing avec beaucoup d'interceptions à chaque fois. Et c'est que la première saison, mais il y a déjà vraiment beaucoup de choses positives pour Leila Lacan. Mia Touré, qui a signé un autre contrat de 7 jours, n'a pas joué sur ce match. Et Bri Hartley, à nouveau titulaire, qui vient de se fiancer d'ailleurs, félicitations à Bri Hartley, qui pour le coup n'a marqué que 4 points en 20 minutes, ce qui est assez rare pour elle cette saison, parce que dès qu'elle joue, et elle joue souvent, elle marque beaucoup. La transition est toute trouvée avec le sujet que je voulais aborder ensuite. Ça concerne le Connecticut Sun. On le sait depuis quelque temps, les propriétaires du Sun étaient vendeurs, et ça va se concrétiser, puisqu'on sait depuis samedi, qu'un groupe d'investisseurs mené par Steve Pagliuca, qui possède déjà des actions chez les Boston Celtics en NBA, est tombé d'accord avec les propriétaires actuels pour racheter la franchise. Ça se fera normalement à un montant record, 325 millions de dollars d'après ESPN. Et c'est que le début, vous verrez, hein, on a parlé de la valeur montante déjà des Valkyries qui approcherait le milliard de dollars. C'est pas fini, les prochaines franchises qui se revendront, ce sera vraiment à des montants qu'on n'a sans doute jamais vus. 325 millions de dollars, ce sera un record donc pour le Sun. Et le point important du projet, c'est pas tellement le rachat, c'est que ça s'arrête pas là. Il faudra l'approbation des autres propriétaires et de la ligue. Hein, vous savez comment ça fonctionne. En NBA, c'est pareil. Pour qu'une franchise déménage ou fasse son entrée dans la ligue, il faut que tous les autres membres du board, donc les propriétaires plus le patron de la NBA, soient d'accord et valident la chose. A priori, l'idée donc de Pagliuca et du nouveau groupe d'investisseurs, sans aucune surprise, c'est de faire déménager le Sun vers Boston, qui est un peu plus d'1h30 de voiture de Uncasville, où est située la salle de la franchise pour l'instant. L'idée, c'est d'être au cœur de ce qui est un marché de sport gigantesque. Boston, on le sait, dans plusieurs sports, dans plusieurs disciplines, et en basket évidemment. On ne sait pas encore si ça impliquera un rebranding total, un changement de nom. Ça, on peut pas encore savoir. On imagine quand même que dans tous les cas, il y aura Boston dans le nom, puisqu'il y a déménagement. Est-ce que ça restera le Sun? Est-ce qu'ils feront un nom avec une référence plus claire à la ville de Boston? Ce sera évidemment pas les Celtics, mais il y a d'autres choses, d'autres symboles de la ville qui peuvent être utilisés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que qu'il y ait changement de nom ou pas, il y aura la disparition du Connecticut Sun, comme on le connaît, c'est imminent. Ce qui est forcément un peu triste pour les fans. On sait qu'en France, on a quelques-uns. On pense à Bobby notamment. Moi, ça a été la franchise que j'ai préféré suivre sur les, peut-être, j'allais dire 10 dernières années, mais au moins 6-7 dernières années, avec une identité forte, des joueuses emblématiques. C'est l'équipe la plus forte pour moi qui a jamais gagné. Parce que sur plusieurs saisons, il y a eu des finales, des demi-finales, des défaites de peu. Finalement, elles ont vraiment été proches à plusieurs reprises et c'est une petite frustration pour moi que ni Alyssa Thomas, ni Jonquel Jones, je pense à d'autres, hein, évidemment, il y a plein de joueuses qui sont passées par là, les Breonna Jones, Jasmine Thomas, bref, il y a eu plein de joueuses emblématiques qui sont passées ces dernières années
et qui n'ont malheureusement pas réussi à remporter le titre toute cette période coachée par Kurt Miller. Voilà, ça va disparaître. Pour les gens sur place, ça les concerne forcément plus que nous qui regardons tout ça de loin. Le Connecticut reste une terre de basket et la fac de Yukon sera toujours là. Les Huskies avec ces glorieuses équipes universitaires chez les filles avec Gino Auriemma. Les Huskies qui ont à nouveau remporté le titre après une petite période de disette et les garçons qui remportent quand même très souvent le titre aussi, surtout ces dernières années. Ça va redevenir l'unique point névralgique de la région pour le basket. Et on verra ce que ça donnera du coup de ce déménagement du côté de Boston. A priori, le déménagement, s'il est validé à nouveau, c'est pas acté, mais c'est le projet, devrait se faire en 2027, donc il y a encore 2 saisons du côté de Uncasville avec les nouveaux propriétaires. Il y a la promesse aussi d'investir dans de nouvelles infrastructures. On sait que ça avait été le point qui avait été pas la raison principale, hein, mais une des raisons pour lesquelles Alyssa Thomas était partie. Elle avait expliqué qu'au niveau des infrastructures, c'était un peu archaïque par rapport à ce qui se fait maintenant avec plein de nouveaux centres d'entraînement, de nouvelles infrastructures, de nouvelles salles. Et c'est un point qui est forcément important pour coller avec cette WNBA qui évolue, qui est sur une pente très ascendante au niveau des infrastructures, de tout ce qui est marketing, évidemment. On peut passer au retour de la semaine. Rapidement, c'est celui de Cameron Brink. On l'attendait avec Gis, on en parlait la semaine dernière. Donc petit point sur son retour après 13 mois d'absence et une grave blessure au genou. Cameron Brink est revenu. Elle a disputé 2 matchs cette semaine. Le dernier en date, c'était ce fameux thriller contre Seattle. Elle a joué que 12 minutes, 7 points, 4 rebonds, 3 contres, mais aussi son péché mignon depuis la fac, 5 fautes, ce qui explique qu'elle n'a joué que 12 minutes. Contre Vegas, pour son retour formel, elle avait joué 14 minutes pour 5 points, 3 rebonds et 1 contre. Forcément, elle est assez logiquement un peu rouillée, c'est difficile de rentrer comme ça en plein milieu de saison où toutes les équipes sont sont compétitives ou en tout cas sont dans une forme physique supérieure. Mais ça fait dans tous les cas très très plaisir de la revoir comme ça et c'est une excellente nouvelle pour les Sparks aussi, on l'avait évoqué, pour réussir leur fin de saison et espérer accrocher les playoffs parce que maintenant c'est assez clairement l'objectif avec les investissements et les paris qui avaient été faits lors de la précédente intersaison. Petit dernier point, on commençait à craindre une mode de mauvais goût sur les parquets WNBA. Je ne sais pas si vous aviez vu ça, mais vendredi dernier déjà, il y avait un sextoy qui avait été lancé sur le terrain lors du match entre Chicago et Golden State. Samedi, récidive, cette fois à Atlanta, mais toujours contre les Valkyries. Alors, je suis pas sûr qu'il y ait un lien, hein, c'est plus du hasard, le fait que ce soit à chaque fois contre Golden State. Ça a recommencé, sauf que cette fois, l'individu qui avait jeté l'objet a été identifié et arrêté par les autorités. Au-delà du mauvais goût, évidemment, c'est dangereux de jeter des choses sur un terrain. Et donc la personne qui a été arrêtée risque tout simplement un bannissement de toutes les rencontres WNBA ou NBA au minimum pour 1 an. Donc ce qui n'est pas très cher payé. Jeter des objets sur un terrain de basket, quel qu'il soit, que ce soit un sextoy ou autre chose, c'est évidemment parfaitement débile et c'est très bien que la personne ait été arrêtée et que ça dissuade, j'espère, tous ceux qui pouvaient avoir l'idée de poursuivre ce qui avait l'air d'être une tendance. Heureusement, ça devrait, on l'espère, prendre fin avec cette interpellation. Un petit mot sur Sophie Cunningham qui a signé un deal pour faire un podcast et qui a déjà donc diffusé le premier épisode qui s'appelle, si je ne dis pas de bêtises, elle est co-animatrice avec West Wilson du podcast qui s'appelle Show Me Something et elle a tout de suite parlé de Caitlin Clark évidemment. Elle a montré qu'elle voulait être garde du corps de Caitlin Clark sur le terrain mais aussi en dehors face aux critiques. Elle a évoqué le fait que elle entendait dans la ligue, déjà depuis l'arrivée de Caitlin Clark, des joueuses considéraient que ce n'était pas le visage de la WNBA, que la WNBA se porterait bien même sans elle, et elle a voulu aller contre ça. Et elle a expliqué que il y avait des joueuses même assez référencées qui pensaient de cette manière-là et que ça l'exaspérait quand elle entendait que Caitlin Clark n'était pas le visage de la ligue. Elle était contente qu'il y ait plein de rivalité, de provocation dedans, mais que c'était totalement stupide de ne pas considérer que la raison principale de l'explosion de la Ligue cette année, en tout cas, c'était le jeu et la personnalité de Caitlin Clark. Et elle reparle de l'expérience qu'elle avait eue à Phoenix, du coup en tant que joueuse du Mercury,
où elle dit, bah, dans le vestiaire, tout le monde disait, on va lui montrer ce que c'est vraiment la WNBA. En gros, on va lui rentrer dedans, quoi. Ce que Sophie Cunningham comprend, hein, forcément, elle peut pas dire le contraire, vu son style de jeu. Mais elle dit que maintenant que c'est sa coéquipière, elle comprend totalement la popularité et surtout le niveau de Caitlin Clark. Et qu'elle espère que les gens vont se rendre compte, surtout que c'est tout ce que la plupart des joueuses ont toujours voulu pour cette ligue, avoir des joueuses qui élèvent un peu la popularité, sans enlever du crédit aux autres, évidemment. Et en plus, elle leur a recommandé d'accompagner cette montée en puissance parce que forcément, ça générait de l'argent pour tout le monde, ce qui, pour le coup, est a priori absolument vrai. Elle a fini par un Why can't people be nice? Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas être gentils? Un bon conseil de la part de Sophie Cunningham qui a beau être une joueuse clivante, mais qui devrait, je pense, être assez intéressante à écouter dans son podcast lorsqu'elle aura des avis assez tranchés comme celui-là. Un petit mot aussi de ce qu'a dit Candace Parker au sujet du All-Star Game. Alors ça remonte un petit peu, ça a quelques jours, mais elle était présente là aussi dans un podcast, celui d'Aliyah Boston, la joueuse du Fever, qui s'appelle Post Moves. Et elle parlait du fait que, selon elle, alors que c'était très bien que les joueuses aient arboré ces t-shirts où elles réclamaient des salaires plus élevés, mais qu'elle était un peu dépitée. Elle s'attendait à voir du coup un spectacle, un vrai match de basket sur l'All-Star Game. Elle était un peu dépitée d'avoir vu un match très très ouvert et pas très offensif, ce qui est généralement reproché aux garçons lors de leur All-Star Game. Il y avait eu 151 à 131. Hein. Je vous rappelle le score de la team Nafisa Collier contre la team Caitlin Clark. Et elle aurait aimé voir un peu plus ça. Elle a dit, je pense qu'avec c'est l'une des plus grandes scènes, l'une des plus grandes expositions, l'All-Star Game. Et il y a eu plus d'investissement dans celui-là que dans n'importe lequel qu'on avait eu précédemment. Et Candace Parker en a disputé un paquet. Elle pense que ça aurait pu permettre de surfer là-dessus avec un match de haut niveau. Ce à quoi Aliyah Boston a répondu qu'elles avaient match 2 jours après et que elle considère que c'était finalement assez normal et cool de juste jouer pour le fun avant de reprendre les choses sérieusement et que ça n'enlevait rien aux Rockets, les Rockets étaient quand même justifiées d'augmenter le salaire. Candace Parker est évidemment d'accord avec ça. Mais je comprends ce que veut dire Candace. Moi, on en avait parlé avec Gis et Flo. Ça fait des années que c'est plus un événement qui m'intéresse particulièrement, que ce soit chez les garçons ou chez les filles. Chez les filles, j'avais une petite attente de voir aussi justement peut-être des choses différentes. Alors il y a eu des choses différentes en dehors du terrain, c'était extrêmement divertissant. Les concours, notamment le concours à 3 points, c'est toujours divertissant. Mais les matchs en eux-mêmes, j'ai un peu peur que on tente vers quelque chose comme ce qu'on a chez les garçons où c'est soporifique et pas très divertissant. Après, moi, les All-Star Games plus jeunes en NBA, c'était la seule occasion ou presque de voir... c'était pas la seule occasion, mais c'était une bonne occasion de voir un peu plus de basket, de voir les stars réunis en même temps. Et je trouve que c'était un bon moyen d'accès à la ligue. Peut-être que pour certains, le All-Star Game, si c'est un match juste spectaculaire et pas très défensif, ça peut être aussi un point d'accroche pour certaines personnes qui suivent pas forcément la ligue au quotidien. Donc bon, c'est un débat qu'il y aura. Hein. Il y a eu 1 milliard de tentatives de refonte du All-Star Game pour la NBA. Peut-être qu'il y aura des innovations du côté de la WNBA l'année prochaine pour le prochain All-Star Game. Je fais confiance à la ligue, aux joueuses et à la direction pour essayer de trouver peut-être quelque chose d'innovant. On sait que parfois les innovations viennent de la WNBA, ou en tout cas les tentatives. Juste pour ne citer que la bulle lors du Covid, les mouvements sociaux, ça part quand même très souvent des filles. Et je pense aussi à la NBA Cup, qui est clairement inspirée de la Commissioner's Cup, qui a été d'abord testée en WNBA avant de faire son entrée en NBA. Donc on verra. Je comprends Candace Parker, je comprends aussi Aliyah Boston. Hein. Est-ce qu'elles ont envie de se donner à 1 milliard de pourcents alors qu'elles ont des matchs très importants 2 jours après et qu'elles estiment en plus ne pas être encore assez payées pour ça? Voilà, le débat est en tout cas permis. Sur ce, on va se laisser pour ce Swish Brunch de cette semaine, forcément un petit peu plus court, puisque sans mes camarades pour rebondir sur les sujets, ça a été un peu plus informatif. J'espère quand même que tous les sujets les plus importants des derniers jours ont été traités. N'hésitez pas en commentaire s'il y en a que vous aimeriez voir évoquer prochainement, que ce soit dans un Swish Brunch dimanche prochain ou sur un live Switch. Vous savez que c'est disponible en replay sur Twitch. L'émission de cette semaine notamment avec Gis, Flo et Benoît. N'hésitez pas à aller regarder ça, nous on continue de vous informer et de vous proposer des vidéos
dès que possible sur la chaîne. Je vous souhaite un très très bon dimanche et une bonne semaine. Ciao!